spécialisés dans des réalisations données au Dahomey. C'est aujourd'hui que tout le monde se lève et remarquez que la plupart des artistes aujourd'hui, excusez-moi, vous vous demandez, et ça décourage les parents à laisser leurs enfants être artistes. Ouais. Parce que n'ayant pas été initiés, ils sont obligés d'aller vers des drogues pour pouvoir contenir quand l'énergie commence par les habiter. Ils tiennent pas la scène s'ils ne font pas ça. C'est sûr qu'on va Moussa Raimi, merci beaucoup. La prochaine fois. S'il plaît à Dieu. On se retrouve lundi prochain. S'il plaît à Dieu. Allez, il est déjà 6h en temps universel, c'est 7h au Bénin. C'est l'heure du bulletin. C'est une présentation de Awa Sherif. Merci. 7h, c'est donc l'heure du bulletin d'information, une présentation ce lundi de Awa Sherif. Bonjour Awa. Bonjour Ricardo, Serge, bonjour. Bonjour Awa. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. À l'issue d'un point de presse, le porte-parole de la police républicaine annonce une opération ciblée à compter du lundi 23 décembre 2018 contre tout véhicule non assuré. Le colonel Pascal Odelovi est au micro de Patrick Ayadji. Ces derniers jours, les véhicules impliqués dans les accidents de la circulation sont pour la plupart dépourvus de police d'assurance. Ce qui rend bien évidemment difficile la prise en charge des victimes de ces accidents à cause des coûts exorbitants de traitement des victimes auxquels les auteurs ne peuvent pas faire face. C'est pourquoi, pour compter du lundi 3 décembre 2018, une opération ciblée sera déclenchée sur toute l'étendue du territoire national pour interpeller tout véhicule non assuré. Je précise au passage que le défaut de police d'assurance constitue un délit passible de peine de privation de liberté. Elle a été rendue publique la décision portant encadrement des tarifs des services de communication électronique fournis par les opérateurs mobiles en République du Bénin qui a été présentée par la CEP Bénin à la faveur d'une conférence de presse. On retrouve Patrick Ayadji pour d'autres détails. Suite aux nombreuses plaintes des consommateurs relatives à la jouissance des avantages commerciaux sur les offres proposées par les opérateurs mobiles au Bénin, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste décide. On doit savoir le prix de la communication à la seconde. On doit savoir le prix de la communication si c'est un SMS à l'unité. Et on doit savoir le prix de la communication donc au mégaoctet de données consommées. Nous avons des offres de 0 à 500 francs. Nous avons des offres de 500 à 1000, de 1000 à 2500, de 2500 à 15 000 et des offres supérieures à 15 000. Nous avons des durées de validité de 1 à 7 jours, de 2 à 7 jours, de 7 à 30 jours et supérieures donc à 30 jours. Ça, c'est ce qui concerne donc les conditions de base de l'offre en termes de segmentation budgétaire et en termes de délai de validité. La seconde de communication au Bénin peut être jusqu'à 0,4 francs. Cela veut dire que la minute peut être vendue à 24 francs. Et au plus, selon les tranches, il y en a au plus à 60 francs, au plus à 55, au plus à 45, au plus même à 32, selon le type d'offre qu'on aurait donc choisi. Nous avons refusé les fractionnements de délai. Nous avons des forfaits entre 0 et 500 qui sont encadrés donc entre 1,2 le mot et 2,7 le mot. La nouvelle grille d'encadrement des tarifs GSM présente de multiples avantages. Vous n'entendrez plus sur le marché des bonus de 200%, 100 francs font 1000 francs. On n'entendra plus ça. Pour que chacun puisse comprendre à quel prix
il consomme le service, à quel prix il l'a acheté. Et ce qui est la nouveauté dans cette segmentation, c'est que nous avons exigé des délais de validité. À partir de cette segmentation, nul ne peut plus acheter à partir de 500 francs de crédit de services de télécommunication sans bénéficier d'au moins 48 heures pour son usage. Donc nous voulons la vérité des prix avec des quantités accordées. Les opérateurs GSM ont 7 jours pour se conformer aux nouveaux prix planchers et plafonds contenus dans la nouvelle décision. Autre chose à présent dans ce bulletin d'information, Cotonou accueille dès ce lundi 3 décembre 2018 la 36e session de l'Assemblée parlementaire paritaire Afrique-Caraïbes, Panafrique-Union européenne. Cette session s'enchaîne à la 52e session parlementaire et sera présenté par le chef de l'État du Bénin, le président Patrice Talon. Sur les informations afférentes, suivons le président du comité d'organisation, le vice-premier ministre président de l'Assemblée nationale, l'honorable Robert Guian. On l'écoute. En 2000, nous avons signé ce qu'on appelle l'accord de Cotonou qui unit les pays ACP, c'est-à-dire les pays d'Afrique, Caraïbes et du Pacifique, avec les pays européens. Les députés des pays ACP et les députés des 27 pays de l'Union européenne constituent l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. Ces 78 pays se réunissent en commission à partir de lundi 3 décembre jusqu'au mercredi 5 décembre vont se dérouler les plénières de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. L'accord de Cotonou finissant, nous voilà aujourd'hui en train de célébrer la 36e et la 52e session ACP et parité ACP-UE. Le Bénin a bien choisi et a bien accepté d'habiliter la 36e et qu'ils sont contents, ils sont heureux parce qu'en terre béninoise, ils se sentent vraiment en pleine démocratie et ils encouragent les autres pays à suivre les pas du Bénin. Donc on voit déjà un signe de satisfaction. Ce qui fait que même moi qui suis le président du comité d'organisation, ça a été une fierté pour moi parce que je ne me vante pas. Et tous ont reconnu l'organisation parfaite. Ils ont compris que le Bénin est un pays sérieux, le Bénin est un pays qui doit se révéler, effectivement. Le Bénin est à l'honneur de son président. Tout ce qui s'est passé au niveau de Gordon Tshirotoko, vous voyez, mais tous sont ravis, même la présidente de la Commission européenne, celle qui représente le Parlement européen, Mme Ravissi, mais tout à l'heure nous a félicité pour la rigueur, pour la beauté, et pour le sérieux, pour l'ordre sur le plan de l'organisation. Donc c'est pour dire que le Bénin doit être fier, le Bénin est satisfait de l'organisation. Les soins à l'enfant africain dans la perspective des objectifs du développement durable, ODD, c'est le thème qui réunit les pédiatres des pays de l'Afrique francophone à Cotonou. Il s'agit précisément du 8e congrès de l'Association des pédiatres de l'Afrique noire francophone. Les deux instruments en accord avec le gouvernement du Bénin réfléchissent à des stratégies communes pour la protection sanitaire des enfants, mais surtout à la réduction du taux de mortalité infantile et néonatale en Afrique. Reportage. La mortalité infantile a été réduite de 77 pour 1 000 naissances vivantes en 2006 à 55 en 2017, selon l'enquête démographique de santé. La mortalité néonatale, qui stagnait à 32 pour 1 000 naissances vivantes en 2006, est passée à 30 pour 1 000 naissances vivantes en 2017. Comment se portera l'enfant africain d'ici 2030? La question si simple paraît difficile à répondre au regard du taux élevé de mortalité infantile sur le continent. Les pédiatres de l'Afrique noire francophone et la Société béninoise de pédiatrie se lancent un défi, celui de ramener la mortalité néonatale et la mortalité des enfants de moins de 5 ans, respectivement à 12 et 25 pour 1000 naissances vivantes au plus, dans la perspective des objectifs de développement durable. L'atteinte de ces derniers est quand même à notre portée si on y croit et si on y met l'investissement qu'il faut en termes de ressources humaines, matérielles et organisationnelles.
Il y va de la survie de nos enfants, mais également du développement de nos pays. La santé en général, infantile en particulier, étant un levier important de développement. La Fondation Claudine Talon, comme à son habitude, est la marraine de cette rencontre continentale. Les participants venus de l'Afrique noire francophone et d'outre-mer conjuguent leur savoir pour l'amélioration de la science et de la santé de l'enfant. Lorsque vous regardez les indicateurs, vous le savez tous, les considérations, au moins une considération prénatale, on a un taux élevé, vous descendez à 4, ça baisse, maintenant on parle de 8, je ne sais pas ce que ça va donner comme chiffre. Les causes directes de ces décès sont connues et évitables et sont dominées par les complications de l'asphyxie périnatale, les complications des prématurités et des infections, le paludisme, la pneumonie, la diarrhée, les malnutritions. Les véritables problèmes sont également connus, notamment l'ignorance des signes de danger, le recours tardif aux soins, le retard de la prise en charge, d'où la nécessité d'agir sur le comportement des uns et des autres, population cible, mais également personnel de santé. Les causes sont connues, le diagnostic est posé. Place à présent aux solutions innovantes et résilientes et des soins de qualité pour un continent sain. On en vient maintenant au dernier sujet de ce bulletin d'information. Vient de paraître en librairie un ouvrage de droit, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative béninoise. Son lancement officiel a eu lieu à l'école doctorale de la FADESP, faculté de droit de l'université d'Abo-Mikaelavi. On fait le point avec Nikano Kovi et Daniel Ada. Favoriser la diffusion du droit, un objectif que s'est fixé le professeur Hilaire Akerekoro en s'attaquant à la jurisprudence administrative du Bénin. Les grands arrêts de la jurisprudence administrative béninoise, c'est justement le titre de cet ouvrage qu'il fait paraître ce jour. Entre manuels et traités scientifiques, l'auteur a voulu avant tout combler un vide dans cet inclassable. La publication périodique fait partie de cette mission dédié à la recherche, au fin d'aider nos étudiants à avoir de la matière pour pouvoir étudier, parce que le Bénin ne peut pas être un cas isolé, un cas d'école. Dans les universités du Nord, en France, en Espagne, en Italie, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, les ouvrages paraissent au début de chaque année, si bien que les apprenants ont déjà à leur disposition de la matière pour commencer la nouvelle rentrée universitaire, ce qui n'est pas souvent le cas en Afrique. Donc c'est également pour combler ce vide qui m'a semblé utile de pouvoir contribuer à faire nourrir la science à l'université, dans les universités publiques du Bénin, notamment à l'université d'Abo-Mikaelavi. 1118 pages de commentaires juridiques portant sur 54 décisions rendues par la Chambre administrative de la Cour suprême entre 1970 et 2010. L'ouvrage s'adresse d'abord à 3 catégories de lecteurs: les praticiens du droit administratif, les enseignants-chercheurs et les étudiants en droit. Sa parution a été attendue et les sachants de maître de l'auteur en savourent la portée historique. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, le Burkina Faso ont déjà leurs grands arrêts permettant à leurs étudiants de s'approprier les réalités de leur pays à travers les décisions du juge administratif. En cela, c'est une œuvre attendue et en cela aussi, ce sera une œuvre utile puisque les étudiants pourront, pour apprécier le droit administratif, pour s'approprier le droit administratif, partir des décisions du juge administratif. C'est une fierté pour la faculté de droit. C'est pour ça que j'ai tenu à être à ses côtés, pour montrer que la faculté de droit est une vitrine du droit au Bénin et que les Béninois doivent avoir confiance en la capacité des acteurs de la faculté de droit d'aider à la construction du droit et particulièrement du droit administratif. L'auteur Hilaire Akerekoro, agrégé de droit public et chercheur à l'université d'Abo-Mikaelavi, sait le langage du droit administratif et le démontre à suffisance dans son ouvrage. Il use pour ce faire d'une structure bien connue des étudiants, rompue à l'exercice du commentaire d'arrêt. Rappel des faits, état du droit avant la décision, problèmes juridiques soulevés, solutions données par le juge. Il pousse la chanson plus loin en s'autorisant une étude comparée des décisions du juge béninois et celles du juge ivoirien ou encore sénégalais. Il était temps que nous coupions le cordon avec les grands arrêts de la jurisprudence administrative de la France. Le professeur a fait du bon boulot.
à 25 000 francs pièce, l'ouvrage intitulé « Les grands arrêts de la jurisprudence administrative béninoise » du professeur Hilaire Akerikoro semble avoir déjà trouvé sa place en librairie aux côtés des autres classiques du droit béninois. Et voilà, ainsi se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure pour la revue des titres. Merci de votre fidélité à l'ORTB. L'émission, c'est bien sûr 5 sur 7 matin, c'est la matinale, c'est de lundi à vendredi. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Lundi, une date pas comme les autres, c'est bien sûr le 3 décembre, où nous mettons en lumière les personnes vivant avec un handicap. C'est leur journée mondiale. Et aujourd'hui, nous en profitons pour parler beaucoup plus de leur insertion socio-professionnelle. Où en est le Bénin? Où en est-on? Comment vivent-ils? Nous allons pouvoir le savoir tout à l'heure et mettre également l'accent sur une initiative particulière qui a cours dans la commune de Boïcon. On va pouvoir en parler tout à l'heure. Mais avant, on vous propose une fois de plus de faire la revue des titres des quotidiens qui sont parus aujourd'hui. Awa Cherif nous y aide pour la deuxième heure. On démarre avec le quotidien du service public et la nation, naissance du premier bloc de la mouvance, acte fondateur du renouveau politique. Des personnalités se prononcent, des propos à retrouver dans les colonnes du journal La Nation. Toujours avec La Nation, Gaston Azoa, clap de fin pour un combattant acharné. Séminaire de l'inclusion financière dans l'UEMOA, Romuald Wadani pour une politique économique efficace. Toujours avec le quotidien du service public, 7e édition de la quinzaine nationale de l'emploi, le message du ministre Modeste Kéréko. L'autre vision, gouvernance à l'ère de la rupture, Patrice Talon, désormais à fond dans le social. Le plan d'action de la phase pilote du projet Arche, adopté et puis à faire ici ses services au Bénin. La session criminelle vide complètement le dossier en décembre prochain. Plutôt fin 2019, Kofi Aza invite les autorités et populations pour demain. Bénin intelligent à présent, congrès constitutif de l'Union progressiste, c'est un baobab qui est né, affirme Bénin intelligent. C'est le plus grand parti politique du Bénin, selon Aaron Voebla. Et puis, atteinte des ODD, la NCB s'évalue et se projette. Examen et vote du budget primitif 2019 de la commune de Cotonou, les conseillers renouvellent leur confiance au maire Nyonofon. Un
autre journal à présent, Nord-Sud quotidien, naissance de l'Union progressiste, talent réussi là où ses prédécesseurs ont échoué. Une information à retrouver dans les colonnes de ce journal. Voilà, nouvelle expression. Nouvelle expression, sortie réussie de l'Union progressiste, talent, le grand visionnaire selon le journal. Et puis troisième session 2018 de la commission ODD de l'ANCB, lors du bilan et de l'élaboration du plan d'action 2019, TOFA 2019, l'oracle révèle une année prospère pour le pays. L'événement précis nous parle aujourd'hui du Gala des champions. Le Bénin célèbre ses meilleurs sportifs. Homeki prime une centaine d'athlètes, rapporte le journal. Et puis, selon le député Augustin Aron-Voyebla, personne ne peut prendre le pouvoir au président Talon en 2021. C'est une interview à retrouver dans les colonnes de l'événement précis. L'événement précis qui nous rapporte également que l'ancien secrétaire général de la CSTB, Gaston Azoua, n'est plus. Les hommages de la CSA Bénin. Réorganisation de la classe politique, le premier grand parti de l'ère du système partisan est né. C'est bien sûr l'Union progressiste. Cette fois-ci, ça va vraiment changer, proclame déjà Bruno Amoussou. Fraternité à présent, réforme du système partisan, l'Union progressiste voit le jour. Et puis, tournoi UFAO U20, Lomé 2018, polémique autour du test de l'IRM, le Bénin se retire, UFAO se dédie. UFOA, pardon, se dédie. Voilà. Le révélateur du jour, qui projette déjà les législatives 2019 et trouve les soldats du bloc républicain dans la 19e circonscription électorale. Le journal affiche d'ailleurs leurs photos. Visite du président de l'UPMB au siège de Le Révélateur du jour. Franck Pochemin est allé encourager ses collègues. L'investigateur du jour, congrès constitutif de l'Union progressiste, enfin l'avènement du géant politique béninois, et puis journée de réflexion sur le financement adéquat. Le Rénopal oriente les actions du gouvernement. Kini à présent, création du géant parti l'Union progressiste ce samedi, un acte d'État pour Amoussou et ses coéquipiers. Pari gagné pour Patrice Talon, un fin stratège selon le journal Kini. Et puis, congrès constitutif de l'Union progressiste, l'UDBN n'a pas été invité, déclare l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. On passe au journal, c'est ça? Libération. Libération. Ouais, Libération pour finir, hein, qui revient aussi sur la constitution de l'Union progressiste. C'est le rêve de Talon pour la consolidation de l'unité nationale qui se réalise, nous dit le journal. Et à propos du TOFA 2019, les réalisations de Talon prendront encore, le peuple se sentira bien mieux. Voilà les révélations du TOFA pour l'année 2019. Et voilà, c'est tout. C'est tout pour la revue des titres. Awa Chérif, merci beaucoup à vous. Merci et bon lundi. Merci. On vous retrouve donc demain. Merci. Allez, vous l'avez suivi hein, dans les journaux, tout le monde parle de la naissance de l'Union progressiste et aujourd'hui, le chroniqueur nous dit également que c'est le début du rêve talonique entre griffes. On installe rapidement Osias Nouveau pour sa chronique. Ils étaient des milliers ce week-end à porter sur les fonds baptismaux ce parti, le parti progressiste, avec, je dirais, beaucoup de politiques béninois qui sont désormais donc à la tête de ce parti. Alors pour le chroniqueur, pour Osias Nouveau, l'Union progressiste, c'est tout simplement le début du rêve talonique
Ozias, bonjour. Bonjour Ricardo, bonjour Serge. C'est ce qu'on vient de dire, puisque l'Union progressiste s'est illustrée comme le premier regroupement politique à donner acte à la réforme politique voulue par Patrice Talon. Et c'est pour ça que j'ai baptisé la chronique les débuts du rêve talonique. L'Union progressiste est donc née avec le baobab comme emblème et comme ADN ou fondement politique, la réduction des inégalités, la solidarité, des idéaux politiques propres aux socialistes et aux sociaux-libéraux, proclamé par son leader patriarcal, le leader symbolique, honorable de ce bloc politique, Amoussou Bruno, attaché au credo social-libéral. Égalité des chances, ça tient dans ce concept. À cette occasion, le leader du bloc, devenu Union progressiste, Bruno Amoussou, a souligné qu'il revient aux progressistes de mettre en pratique tout ce qui a été convenu et affirmé dans le projet de société et dans les statuts. Au Ghana, par exemple, indique-t-il, le leader des progressistes, après les élections, les grands partis recueillent au moins 90% des suffrages, mais au Bénin, le candidat venu en tête au premier tour recueille moins de 30% des suffrages. Cela dénote d'un problème qui rejaillit sur la gouvernance du pays et il faut y remédier. Ainsi, Bruno Amoussou souligne la pertinence de la réforme politique et justifie la création de l'Union progressiste comme premier bloc du rêve politique talonique. En réussissant sans frasque ni remous tonitruant, hormis les pleurnicheries du mouvement Osons la relève, revendiquant sa participation au bloc progressiste, cela veut dire que ça crée de l'envie. Bruno Amoussou et les siens ont rempli donc le contrat de Patrice Talon, l'Union progressiste, premier bloc politique, rêvé ainsi par le chef de l'État est né. Le plus dur, c'est d'exister aux côtés d'un chef d'État libéral avec des idéologies progressistes affichées par l'Union progressiste. Mais ça, c'est une autre histoire. En politique, on sait bien combien prospèrent les compromis et voilà, des fois même allant jusqu'à des compromissions idéologiques. Quant au bloc républicain, visiblement pouponné par Patrice Talon, rien n'est encore gagné, même si la mission ne semble pas impossible. Elle est contrariée aujourd'hui et on joue donc la montre. Le bloc républicain qui a essuyé des secousses d'ego politique vers la tenue de son congrès nous donne rendez-vous donc les 8 et 9 décembre prochains à Parakou. Décision prise à une réunion où était présent le chef de l'État Patrice Talon comme facilitateur le dimanche 25 novembre dernier à Cotonou. Pendant ce temps, opposition comme parti pro-présidentiel protestataire observe les manœuvres des blocs proches du chef de l'État pour envisager sans doute de faire leur mercato, entendez débauchage, avant d'abattre leur propre carte. Ainsi en est-il de l'AND, parti du député Houdé, qui annonce le congrès de son bloc pour le 9 décembre prochain. Comme l'UDBN de Claudine Prudencio et le PRD, l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement AND du député Houdé veut donc faire triompher la réforme politique de Talon dans la dynamique unitaire. Il veut aller bien sûr dans ce sens de regroupement de grands blocs, mais pas dans la mouture des deux blocs présidentiels. Au-delà donc des questions d'égo identitaire de leur parti, il s'agit surtout de la survie politique des leaders qui se joue en vérité. Ils subodorent les positionnements sur les listes dans les blocs présidentiels comme potentiellement fatal à leur leadership, surtout s'ils n'ont pas les cartes en main. Reste à savoir comment ces partis solistes réussiront à se constituer en grands ensembles dans un temps record. Avec qui le feront-ils? Est-ce qu'ils ne créeront pas ainsi un troisième camp des blocs para-présidentiels? Où iront-ils grossir les rangs de l'opposition? Autant de questions que je me pose. En tout cas, le danger est perçu par le camp présidentiel qui ménage scrupuleusement les protestataires. L'opposition est d'ailleurs aux aguets, reniflant toute occasion de mercato ou de débauchage. D'où les éléments de langage conciliant ces derniers jours, convivial, à l'endroit du PRD notamment, tout récemment sur le plateau invité du dimanche du député pro-présidentiel Abdoulaye Gounou, vice-président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui appartient au bloc républicain. Il disait, citation, « On ne va pas tirer sur le PRD, que nous exhortons d'ailleurs à rester dans la mouvance présidentielle. C'est dire qu'on cajole les protestataires, on ne voudrait surtout pas les voir aller grossir les rangs de l'opposition. » Cette stratégie de prudence fait d'ailleurs écho à un PRD qui résiste au chaos interne qui lui a été prédit.
En témoigne le retour au bercail annoncé par la presse de certains démissionnaires PRD. Il s'agit notamment du maire d'Adjara et de son deuxième adjoint, les 3 chefs d'arrondissement et des conseillers communaux qui avaient suivi le député Edmond Zinsou dans sa défiance au PRD. Repentance intervenue au cours d'un conclave vendredi dernier dans la résidence d'Adrien Roumbeji à Djinan, Porto Novo. Cependant, l'opposition aussi peine à se réunir, il faut le dire. Ajourner ainsi son projet de fusion avec logo liste unique. À une réunion le 29 novembre dernier, chez lui à Tchaourou, l'ancien président Boni Yahi aurait voulu voir son parti FCBE aller seul aux législatives. Du coup, le congrès de fusion de l'opposition prévu pour ce samedi 1er décembre, concomitamment avec le congrès de création de l'Union progressiste, eh bien, ce congrès a été simplement avorté. D'accord. Merci à vous, Ozias Sonovo. En tout cas, ce week-end, il y avait un certain nombre de politiques qui justement, se sont mis ensemble. Il faudra maintenant relever le défi de rester ensemble, même après les législatives. Une grande haute histoire. Allez, Ozias, merci beaucoup. C'est moi. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une courte pause, le temps d'installer le forum de discussion. Ce sera pour le débat. Jeune fille, un seul rapport sexuel suffit pour être enceinte, pour être infectée par une IST ou par le VIH-Sida. Moi, je me protège. Et toi ? En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Yo ya sabía que aquel día era el final. Et lui là, bah c'est moi, Christo. Dans mon quartier, tout le monde me connaît parce que je suis tout le temps en train de faire des courses. Je vais acheter le pain, je vais acheter le journal, puis j'achète aussi des bonbons. Mais bon, ça me dérange pas. Je suis conscient d'être la victime d'une série de circonstances tragiques qui se résument en fait en une seule. Les complicités, les contradictions, l'amour, la découverte, les joies, les avantages et les inconvénients d'une famille recomposée. C'est un cocktail à retrouver dans la famille Serrano. Tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Comme ça, c'est toi la patronne. Ouais. Directrice Brigitte. Sans blague. Quelle promotion. Comme ça, tu cherches une femme enceinte. Oui. Enfin, j'ai trouvé. Tu as chassé ma femme. De 2, je comptais faire mon voyage avec toi et mon enfant. Et c'est comme ça que toi, tu me remercies. Donc, tu dis que tu cherches une vieille femme. J'ai jamais dit vieille femme. J'ai dit une femme mature. J'ai vraiment envie de mieux te connaître. Je suis là pour te dire que le jeu, c'est fini. En décembre, le mot d'ordre sera prudence. Prudence parce que vous empruntez le dernier virage pour passer le cap. Prudence parce que les passions se déchaînent avec à la clé des soucis et ennuis. Le 12e mois de l'année offre aussi l'occasion d'un focus sur l'esclavage, les victimes du génocide, la couverture sanitaire universelle et le sida. Au cours de ce dernier mois, nous focaliserons sur les conditions de vie des personnes handicapées, la situation des droits de l'homme et la lutte contre la corruption. Tous coupables, tous victimes. Dans le dernier tournant, nous observerons la prudence.
Non, ne fais pas ça. Mais ils sont pas amoureux? Non, ma puce. L'amour est un piège. Alors, j'espère qu'on se reverra. Je sais que j'ai déconné. Enfin. Je vais me rattraper. Donne-moi une dernière chance. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Chérie, j'ai pas de point négatif. Je t'en prie. Dis-moi que t'en as un. Y a pas de risque. Et toi? Pas de risque, moi non plus. Je fais mon test tous les 3 mois. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Le respect de cette dignité due à chaque personne, valide ou non, implique la reconnaissance des droits fondamentaux comme l'éducation ou encore l'accès au travail. Elles sont pénalisées parfois par un effort insuffisant de la collectivité dans la formation initiale et professionnelle, dans l'accessibilité des transports et même parfois des lieux publics. Bref, les personnes en situation de handicap, puisque c'est d'elles qu'il s'agit, j'ai envie de dire qu'elles sont parfois stigmatisées, alors que ce sont des personnes à part entière, ce sont des personnes qui contribuent au développement de notre pays, justement, en ce jour où justement il y a cette journée mondiale pour les personnes en situation de handicap. Sur les plateaux de 5 sur 7 matin, nous nous proposons, mesdames et messieurs, de parler rien que de ces personnes, de leur insertion socio-professionnelle notamment. Et à cet effet, nous vous adressons également une question. Comment répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves en situation de handicap? Comment répondre, selon vous, aux besoins éducatifs particuliers des élèves en situation de handicap? Question à laquelle vous pouvez donc répondre via nos divers canaux de communication, notre page Facebook, notre compte Twitter ou encore sur notre numéro WhatsApp. C'est bien le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Et pour faire le débat en plateau avec nous, des personnes qui vivent différentes sortes de handicap, j'ai envie de dire. Monsieur Loukman Nassirou, vous êtes handicapé visuel, vous êtes agent au ministère des Affaires sociales. Bonjour, merci d'accepter notre invitation. Bonjour, monsieur le journaliste. Juste à vos côtés, Marcel Rinvy, mon cher confrère, il est de Ado FM. Bonjour Marcel. Bonjour Serge, bonjour Ricardo, oui, bonjour à tous les amis de l'OA TV. Merci pour l'invitation. Bonjour Marcel. C'est un plaisir. Et puis Abdelrahman Ouourou Barret, vous êtes le président de la Fédération béninoise de handisport. Bonjour. Bonjour, je vous remercie de l'intérêt que vous portez sur cette thématique. C'est important. Merci d'accepter notre sollicitation. Et puis, monsieur Placide Aloman, vous êtes agent à la mairie de Boïcon. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il faut préciser, Ricardo, qu'à Boïcon, il y a cette initiative particulière que nous avons décidé de mettre en lumière. Il s'agit de ce projet d'appui au groupement des personnes handicapées pour la production maraîchère. Et on s'est dit que c'est une initiative qu'il faut porter, qui doit pouvoir faire école dans les autres communes du Bénin. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Boïcon à Cotonou. Merci, monsieur le journaliste. Merci d'être là. Alors, lorsque l'on évoque la situation des personnes en situation de handicap, on peut bien sûr se répéter. Aujourd'hui, nous avons une forte pensée pour Jérônime Tokbo. Je sais que vous avez mené le combat ensemble lorsque l'on parle surtout de l'insertion socio-professionnelle. Aujourd'hui, elle n'est plus là, mais elle sait d'où elle est d'ailleurs, que la lutte, elle continue. Ça a été véritablement âpre et ardu. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Abdelrahman? Je vous remercie une fois encore de votre intérêt sur la problématique de l'employabilité des personnes handicapées. Et comme vous venez de le dire si bien, je voudrais avoir une pensée à Jérôme Tokpo, qui nous a abandonné les armes à la main en plein combat. Après elle, Ferdinand Adéchi aussi, et toutes les personnes handicapées qui ont cru devoir nous quitter cette année finissant. Lorsqu'on parle
la problématique de l'employabilité des personnes handicapées au Bénin, le diagnostic qu'on peut faire aujourd'hui, c'est d'abord reconnaître, n'est-ce pas, l'effort du gouvernement qui vient de voter la loi 2007-06 du 29 septembre 2017, loi 2017-06 du 29 septembre 2017, portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. Et lorsque vous prenez cette loi, son article 37 parle de l'emploi. L'emploi et article 31 qui parle de la formation professionnelle. Parce qu'avant d'aller à l'emploi, il faut être formé. Avant d'être formé, il faut aller à l'école. C'est pour cela que votre question aux auditeurs est pertinente. La formation inclusive. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Je crois que le gouvernement, lorsque vous voyez sur ce plateau, Lukman Nassirou est au ministère des Affaires sociales. Moi, je suis à l'autorité de régulation de l'électricité. Mon cher ami est à la mairie de Boycon. Mon cher jeune confrère est journaliste à A2FM. Donc nous avons, je ne sais pas comment vous avez opéré vos choix, mais les 4 qui sont sur le plateau font quand même quelque chose. Mais cela ne veut pas dire que toutes les personnes handicapées qui sont prêtes pour travailler, travaillent. Cela ne veut pas dire que toutes les personnes handicapées ont un emploi. Mais il faut quand même reconnaître l'effort des pouvoirs publics à offrir, n'est-ce pas, aux personnes handicapées un emploi. Où en sommes-nous? Je crois que nous avons un certain nombre de centres de formation professionnelle. Il y a un centre à Pépériacourt, il y a un centre à Kassato, qui forme les personnes handicapées, n'est-ce pas, au métier de l'artisanat. Cela ne veut pas dire que forcément celui qui a bac plus 5, il va falloir aller faire l'artisanat. Mais il faut quand même reconnaître qu'un effort est fait. Et comme on le dit, tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Donc moi, mon point de vue sur cette question, c'est de dire que nous autres, concernés par cette problématique, et surtout le pouvoir privé, à côté des pouvoirs publics, doivent quand même jouer leur partition. Dans aucun pays, les pouvoirs publics n'ont offert de l'emploi à toute sa population. Et lorsque vous prenez le cas du Bénin, vous allez voir que les APE, les agents permanents de l'État, c'est une portion congrue de la population béninoise qui travaille. Donc la responsabilité est, selon moi, sur le dos du pouvoir privé, c'est-à-dire des privés, des entreprises et consorts. Donc ce qu'il faut faire, c'est que le gouvernement prenne des lois incitatives pour permettre au pouvoir privé, aux côtés donc des pouvoirs publics, pour permettre au privé d'embaucher les personnes handicapées, n'est-ce pas? Si vous permettez, on va revenir tout à l'heure aux propositions. On va y revenir tout à l'heure. Mais on veut bien savoir, je sais, Marcel Envie, que vous animez une émission qui est très suivie d'ailleurs et qui met en lumière les personnes en situation de handicap. Il faut rappeler vous-même, vous êtes un handicapé moteur. Comment est-ce que cela se passe lorsque les gens ils viennent à vous? Comment est-ce que vous parvenez à les révéler au grand public? Si vous voulez, quel est l'état des lieux que vous pouvez faire de votre observatoire de journalistes éditorialistes à A2FM? D'accord. Merci Serge. Une fois encore, je vous remercie pour l'invitation. Vous savez, depuis avril 2017, on a commencé cette aventure avec l'émission intitulée Mon handicap et moi. Une émission où nous prenons les personnes en situation de handicap ou les défenseurs des droits humains. Et quand on parle de personnes handicapées, on parle de toute la couche, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont n'importe quel handicap. Nous, on essaie de faire une lumière sur ces personnes-là. Vous savez, différemment à leur niveau, ces personnes-là ont un talent. Et puis souvent, quand les gens vont se dire que ces personnes sont peut-être des personnes moins que rien, qui ne peuvent pas aller de l'avant, alors qu'à leur niveau, ils sont calés des talents, quel que soit le handicap et quel que soit aussi la formation. Ça peut être une personne qui a appris un métier sur le tas ou a fait l'école comme tout le monde, mais quand vous venez en studio, vous parlez un peu de votre difficulté. Comment ça a été votre aventure pour que vous soyez là à ce niveau? Et quand vous venez, on fait le débat. Il y a des milliers d'auditeurs qui nous écrivent et qui nous appellent parce que c'est une émission interactive. Tous les jeudis, je suis à A2FM de 10h à 11h. Les gens nous appellent, vous disent, mais tiens, cette personne ne savait pas. Avec une personne handicapée visuelle qui ne voit rien, mais qui est informaticien, qui arrive à installer les logiciels.
Ça, c'est un exploit. Une personne moteur, mais qui a des expériences inédites, il faut qu'on l'encourage. Donc, c'est notre manière à nous, en tant qu'hommes des médias, de révéler une fois encore ces personnes-là. Parce que des fois, comme l'a dit mon doyen, mon grand frère, des fois, on se dit que ces personnes ne peuvent pas aller. Alors que les personnes ont appris le même métier que les personnes non handicapées, ont fait la même formation que ces autres personnes, dans une même condition. Quand ça se fait dans une même condition, on voit qu'au moment opportun sur le terrain de l'emploi, c'est souvent difficile. Parce que la personne se pointe devant une société avec son dossier, mais on voit qu'à un niveau, il a une déficience, et puis on dit, tiens, vous ne pouvez pas le faire. Alors qu'il a les mentalités qu'il faut, il a les capacités qu'il faut. Donc, c'est une manière à nous de contribuer aussi à la révélation, à mettre une lumière sur ces personnes-là et montrer encore qu'au-delà du handicap, les lignes bougent, et au-delà du handicap, on peut faire tout ce que les personnes non handicapées peuvent le faire dans ce pays, le Bénin. Alors, Monsieur Nassirou Loukman, vous qui êtes justement handicapé visuel, on le rappelle, et vous travaillez au ministère des Affaires sociales, j'ai envie de savoir comment est-ce que vous vivez ce handicap. Merci, monsieur. Et d'abord, j'ai pu surmonter mon handicap, ce qui me permet de collaborer correctement avec mes collègues. Et je vous assure que je suis à la direction des personnes handicapées et des personnes de troisième âge. Et je travaille correctement. Et donc, j'arrive à mener mon effort pour faire avancer la direction. Donc, il n'y a pas de problème. Même au niveau... Bon, je suis actuellement à la direction générale, même au niveau du ministère. Donc, j'aide mes collègues ensemble. Nous arrivons à rédiger les TDR. Nous faisons les fiches de financement. Donc, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, mais pour vous qui êtes donc à la direction générale des personnes handicapées, comment est-ce que la situation se présente aujourd'hui au Bénin? Combien sont-ils? Est-ce qu'on a un chiffre, quelque chose comme ça, qui pourrait nous édifier? Un chiffre des personnes en situation de handicap, ouais. Non, non, on n'a pas ça. Mais la direction est avec un partenaire, par exemple le PNUD et la Banque mondiale, qui veut nous aider à faire un recensement général des personnes handicapées, des personnes diplômées sans emploi, tout ça là, en 2019. Oui, mais en attendant, cette direction dans laquelle vous êtes, comment est-ce qu'elle participe à pouvoir aider les personnes en situation de handicap, soit pour leur insertion socio-professionnelle ou éventuellement les difficultés qu'elles traversent, ces personnes-là? Voilà, vous savez, en matière d'insertion professionnelle, et la direction arrive à faire des efforts. Parce que, d'abord, avec l'élaboration de la loi, l'article 135, qui n'a pas pu se statuer parce que ça, il n'y a pas un décret d'application qui nous permettra de s'insérer facilement. Mais avec l'appui des partenaires aujourd'hui qui veut aider le gouvernement ou lors des besoins de chaque ministère, avec la direction va essayer de recenser des personnes au moins qui sont diplômés sans emploi et faire une politique au niveau des autres ministères et lors de demande de leurs besoins pour qu'ils puissent au moins prendre en compte quelques personnes handicapées qui peuvent travailler à leur niveau. Parce que ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'il faut nécessairement travailler au ministère des Affaires sociales. Donc, nous pouvons travailler dans tous les ministères. Oui, partout. D'accord. Alors, Placide, vous qui venez de Boycon, comment ça s'est fait que vous soyez retrouvé à la mairie? Merci, monsieur Ozias. Serge. Serge. Oui. Bon, je rends d'abord hommage à notre présidente, et Mme Jolene Topor, parce qu'elle a piloté un projet à la mairie de Boycon en faveur des personnes handicapées qu'on appelle FOSI 1, FOSI 2. Okay. Bon, en ce qui concerne mon insertion à la mairie de Boycon, je ne sais pas, tout ce qui nous arrive, c'est l'œuvre de Dieu. Et le maire, je vous dis, le premier jour où je suis allé le voir, bon, tout d'abord, après ma formation, j'ai fait le stage académique là.
Mais tous ceux de l'administration, ils ne savent pas que je suis un diplômé. Sincèrement. Ouais. Oui, donc pour d'autres, bon, peut-être le CEP ou bien je suis venu pour demander une aide demander auprès demander quelque chose. Donc pour eux, c'est ce qu'ils croient. Mais c'est lors de mon stage, quand je vois mes expériences, la manière dont je conduis ce qu'on me demande, c'est ça, vraiment, ça les a attirés. À l'issue d'un test, j'ai été retenu, je suis là. De toutes les façons, ça fait plaisir déjà de le savoir. Et puis, Ras, je sais qu'on s'est rencontrés à l'université, ça fait bien longtemps. Et puis, vous avez été d'un précieux secours pour de nombreux jeunes qui vous ont suivi. La formation académique et puis l'insertion socio-professionnelle. Comment est-ce qu'on parvient, lorsque l'on est en situation de handicap, comment on parvient à juguler les deux choses? Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais un peu revenir sur les statistiques. Oui. Vous savez, c'est une disposition aussi bien de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par le Bénin, et aussi de la loi dont j'ai fait cas tout à l'heure. Il est important dans tout système, lorsque vous voulez solutionner une problématique de savoir, de maîtriser le nombre, n'est-ce pas, de la population concernée. Quand je fais un retour en arrière pour parler du recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 3, nous avait dénombré à 178 890 personnes handicapées au Bénin. Et le dernier recensement, RGPH 4, nous a dénombré un peu moins de 90 000. Vous voyez le contraste. Je me suis dit, même si en temps un tsunami était passé par le Bénin qui avait sélectionné, l'écart, il est important. Hein? Et qui avait sélectionné que les personnes handicapées, on ne serait quand même pas à ce chiffre-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les statistiques sur les personnes handicapées ne sont pas fiables au Bénin. Et pour que les pouvoirs publics puissent donc apporter une solution, il est important de reprendre, comme l'a dit Lukman Nassirou tout à l'heure, de rapidement faire un recensement spécial sur donc, la population des personnes handicapées. Quand je fais également un retour en arrière pour parler des rapports de l'OMS qui dit dans chaque pays, entre 10 et 15% de la population de chaque pays est en situation de handicap. Si nous sommes 11 millions au Bénin, ça veut dire que on est un peu plus d'1 million de personnes. De toute façon, moi, je n'ai pas été recensé. Je suis sûr que c'est le cas des 4 qui sont ici. Je suis extrêmement sûr. Donc, ça veut dire quoi? D'abord, maîtriser notre nombre. Revenez donc maintenant à votre question. Comment juguler les deux? Je crois que c'est un parcours de combattant. Il faut, comme l'a dit Nassirou également tout à l'heure, il faut être très très fort dans la tête. Sinon, le dérapage vers la main tendue, m'anticiper aux loisivités, est rapide. C'est vite arrivé. Il faut être très fort dans la tête. Donc, le premier conseil aux personnes handicapées, c'est d'abord d'être fort dans la tête. Et que les familles acceptent accompagner. Lorsque moi j'ai souvenance au primaire, que c'est mes petites soeurs qui me portaient au dos pour aller à l'école, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et lorsque vous arrivez à gravir tous ces échelons, à vaincre tous ces obstacles, toutes ces difficultés, vous vous dites, le handicap n'est pas une fatalité, comme l'a dit Zoulé, paix à son âme. Lorsqu'on a quelque chose dans la tête, on peut faire beaucoup de choses. Lorsque vous arrivez à ce point-là, vous vous dites, vous devez réussir. Vous devez réussir. Vous savez, lorsque vous êtes étudiant, je me rappelle, le bus venait nous chercher à papa à 6h30. Lorsque vous êtes en situation de handicap et que vous allez vous lever de votre maison à la même heure qu'un étudiant non handicapé, soyez sûr que le bus va vous laisser. Donc, lorsque l'étudiant handicapé doit se lever à 6h pour courir après le bus, vous vous réveillez à 4h30. Donc, il faut que nous intégrons, n'est-ce pas, que la nature ne nous a pas mis sur le même piédestal que les personnes non handicapées et que nous avons plus d'efforts à faire. Plus d'efforts à faire pour égaliser d'abord les chances
avant maintenant de compétir. Et dans cette volonté d'égalisation des chances, les pouvoirs publics, quand je dis pouvoir public, ce n'est pas que le gouvernement. C'est toute la population qui doit jouer son rôle. Parce que le gouvernement ne peut pas tout faire. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Lorsque les gens construisent des immeubles à 5 étages, sans ascenseur, mais ça veut dire qu'on ne facilite pas. On ne facilite pas l'accès. Lorsque vous allez chercher du boulot, généralement, quand on lance de nos jours un appel à candidature, les gens disent souvent joignez une photo complète. Oui. Joignez une photo complète à votre dossier. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas pour sélectionner les plus belles beaux. dames. C'est pour voir si tu vas te présenter avec des béquilles, avec une canne blanche. C'est pour voir si mon ami, parce qu'il ne peut pas faire une photo complète et cacher ses bras. C'est pour voir ça et sélectionner avant de faire appel au candidat. Lorsque par extraordinaire, vous arrivez à gravir, à vaincre cette difficulté et que vous en avez votre CV, on voit que vous êtes compétent pour le poste. Vous débarquez avec béquet, on dit ah c'est vous, oui. On va vous rappeler. On ne vous rappelle jamais. On ne vous rappelle jamais. Donc, lorsque vous vous dites je dois réussir et que je ne veux pas aller vers la politique de la main tendue parce que pour moi c'est excellemment dégradant, vous vous dites je veux réussir, vous faites tout pour réussir, du moment où vous avez le soutien de la famille, parce que ça c'est très important. Soutien de la famille, soutien de la population, soutien des pouvoirs publics par ces petites bourses qui nous accompagnent et par l'allègement de notre participation au concours, parce qu'on va en parler tout à l'heure. On va en parler, ça veut dire que la jonction est plus ou moins facile. D'accord. Je voudrais poser la question à Marcel, parce que visiblement, vous devez partir, vous êtes attendu sur un autre plateau. C'est bien sûr ce qu'on s'était dit avant que vous n'acceptiez de venir ce matin. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire désormais pour faciliter cette insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap? Merci à vous, Serge. Vous savez, les personnes handicapées, cette couche-là, elles ont le même talent que les personnes non handicapées. Donc, les personnes handicapées ne veulent pas une pitié ou un regard un peu pitié envers eux. Ce qu'elles veulent de moi, c'est que quand les politiques, c'est-à-dire quand les pouvoirs centraux veulent faire une décision, qu'il faut que tout le monde soit pris en compte. Quand nous sommes dans une société où c'est une société des personnes handicapées, des personnes non handicapées, mais quand on veut postuler un projet ou une demande d'emploi ou à n'importe quel poste, il ne faut pas que les personnes handicapées soient mises en rade. Parce que quand ils le font, à un moment donné, la personne handicapée qui a fait une formation avec des difficultés pas possibles à l'université, avec une condition vraiment miséreuse avec les amphithéâtres que vous connaissez très bien, mais une fois sur le terrain de l'emploi, c'est difficile de l'accepter. Et à ce niveau, cette personne, elle est brimée, elle est traumatisée dans la tête. Mais pourquoi ai-je fait toute cette formation-là? Donc nous demandons simplement à nos décideurs à différents niveaux de prendre en compte les personnes handicapées dans leurs différentes décisions pour que ces derniers-là puissent sentir une solitude. Parce qu'une personne handicapée qui a un emploi, et puis même, vous savez, même le thème de cette journée, on dit non, quand une personne handicapée a un emploi, elle est vraiment apaisée, elle n'a rien à demander de l'autre. Parce que, comme l'a dit mon grand frère, les personnes handicapées ont un besoin doublement que les personnes handicapées. D'abord, une personne handicapée qui doit faire une formation, elle doit avoir, par exemple, avec mon grand frère Nassirou, elle doit avoir d'abord une écriture braille, alors que ça coûte cher. Une personne non handicapée, une personne handicapée moteur doit avoir des prothèses qui coûtent cher. Donc, à un moment donné, les personnes handicapées paient doublement tout ce que les personnes non handicapées font. Une personne handicapée qui doit avoir un véhicule, par exemple, prendre le véhicule normal, il faut transformer. Prendre la moto normale, il faut transformer avec des coûts et des coûts. Alors que cette personne n'a pas un emploi. Alors que quand la personne a un emploi, facilement, elle fait comme tout le monde. Elle n'a rien à demander. Elle peut se prendre en charge très bien. beaucoup plus au Bénin, ici, il y a des facilement. personnes handicapées qui sont dans les fauteuils roulants, mais qui sont dans des postes de responsabilité très horrifiques. Même le grand frère, vous le connaissez bien. Avec beaucoup de personnes handicapées, comme le président de la Fédération de gymnastique, il a fauteuil roulant, mais il est dans son véhicule. Donc le problème, c'est que c'est l'emploi qui cause le problème. Mais avec le gouvernement de Paris Talon, que beaucoup de choses ont changé, mais on exhorte encore le gouvernement à mieux faire pour que, comme l'a dit le grand frère, l'État ne pas tout faire. Mais les sociétés privées aussi. Pourquoi ne pas, dans leur plan de recrutement, essayer de
d'accorder une marge ou bien une place aux personnes non handicapées dans les personnes à prendre. Mais à un moment donné, quand dans les projets, on lance l'appel à candidature avec une photo complète et cette dernière a la même formation que les personnes non handicapées, mais elle se pointe, mais on voit qu'avec sa béquille, avec sa canne blanche, on ne pourra pas le prendre dans le société. C'est très difficile, c'est très peu. Alors que souvent, ce sont nos mères qui sont vraiment les grandes dames qui, malgré la personne handicapée à 6 ans, à 7 ans, mais elle est encore au dos. À 10 ans, mais elle est encore parce qu'avec les pieds qui sont un peu rétrécis, c'est qu'ils sont on commence un peu l'école un peu tard, mais après on finit l'université ou bien on finit une formation avec un âge un peu avancé et venir encore pour le terrain de l'emploi. C'est difficile.